Bien, ça y est, l'enregistrement est lancé. Mais écoutez, on va commencer par euh, voilà, vous remercier d'être présent, vous dire bonjour et vous remercier d'être présent toutes et tous aujourd'hui pour ce nouveau webinaire qui est organisé par l'Institut Métis. Euh, une fois de plus, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, maintenant, calculez là, justement ce matin ou hier, nous en sommes à notre 13 ou 14e webinaire. Donc ça commence à faire et on prend l'expérience à chaque fois. Donc vraiment, encore une fois, au nom de l'Institut, nous tenons à sincèrement vous remercier pour votre présence, votre fidélité et puis pour aussi vos petits mots, vos mots d'encouragement. Voilà, la pérennité de ces moments de rencontre qui ont été une vie bien à tous. Bien évidemment, l'Institut, encore une fois, important de le dire, côté de ses activités, côté des webinaires, l'Institut continue bien sûr à mettre en œuvre, à développer, à organiser des formations. Voilà, même si parfois, sur la situation du moment compliqué, avec quelques obstacles, l'Institut met tout en œuvre pour continuer à ce que ces formations évoluent dans une modalité ou dans une autre. Bien évidemment, on propose un site, si vous voulez en savoir un petit peu plus, bien sûr, à tourner vers nous, euh, directement vers l'Institut, sur le site de l'Institut pour avoir plus d'informations. Voilà. Écoutez, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, j'ai envie de dire, c'est un cas un peu particulier qui reste une exception. Eh bien, en fait, alors excusez-moi, j'entends peut-être que je sais ce que je vais faire, puisque il y a quelques commentaires qui disent que peut-être on n'entend pas bien. Je vais m'y prendre autrement tout de suite. En... Oui, je t'entends mal aussi, hein, Stéphane, hein. Il y a ta voix qui est assurée. Je vais mettre les petits écouteurs. Est-ce que c'est mieux? Oui, là, c'est mieux, oui. Mieux comme ça? Oui. Ah, d'accord. Dédié, le discours est haché. Alors là, j'en suis désolé. J'espère que Non, là, ça y est, c'est fluide, là. c'est mieux. Très bien. OK, super. Voilà, donc on peut reprendre. Et donc, je disais, oui, caractère un peu exceptionnel, une fois n'est pas coutume. Je vais faire, et puis avec Eric, en fait, ensemble, on va faire un peu double emploi aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va être à la fois les conférenciers et en même temps les animateurs de ces webinaires. Donc, on vous demande la plus grande indulgence parce que nous allons être à la fois dans nos échanges et notre dialogue et en même temps, du mieux que nous pouvons, être attentifs à vos questions, à vos remarques, à vos commentaires. Je le dis, je le redis encore une fois, n'hésitez pas à nous faire part justement de remarques, de vos commentaires, de poser des questions sur le chat pour ceux qui en ont l'habitude et pour les autres, je le rappelle que voyez, vous pouvez écrire vos petits messages voilà, à droite, hein, à droite de votre écran, pardon, en appuyant sur la petite icône converser. Donc, n'hésitez pas à le faire. Je me disais, Eric, mais faut qu'on soit d'accord là-dessus. C'est une possibilité, étant donné qu'aujourd'hui, nous sommes en petit comité, particulièrement petit comité. Éventuellement, nous verrons, sauf si le nombre de questions abonde sur la fin du webinaire. Mais dans tous les cas, je pense que ce serait jouable. Si vous permettez que j'utilise un petit peu, que je joue un peu avec la technique, peut-être que les questions puissent être posées aussi en direct. C'est tout à fait faisable en vous permettant d'ouvrir votre micro. Donc là, c'est moi qui aurai la main. C'est une possibilité. On verra sur la fin du webinaire là où on en est par rapport aux questions, au nombre de questions. Et puis si la technique, elle suit aussi, bien évidemment. Voilà, donc aujourd'hui,
Euh, je suis heureux d'accueillir Éric Bardot, que je vais représenter. Éric, qui est psychiatre, pédopsychiatre, psychothérapeute, qui est directeur de l'Institut Mimétis et qui est le concepteur, le développeur de la thérapie du lien et des mondes relationnels, HTSMA, et bien évidemment aussi qui est à l'origine, je n'ai pas l'habitude de le dire jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas dit, mais je vais le préciser, qui est à l'origine quand même du développement de la pensée de l'Institut, parce que bien sûr, on parle de l'HTSMA, on parle de la thérapie du lien et des mondes relationnels, qui est sa nouvelle appellation, mais bien évidemment, l'Institut, à l'origine, c'est aussi un état d'esprit qui englobe toute une écologie de pensée dans une vision systémique, et toutes les formations sont imprégnées de ça. Voilà. Et puis, je suis heureux aussi d'être avec vous, puisque je vais participer aujourd'hui aussi à ce webinaire, aussi en tant que conférencier. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Stéphane Roy, je suis psychologue, psychothérapeute. Je suis directeur adjoint de l'Institut Mimétis. Voilà. Aujourd'hui, le thème que nous avons choisi, le titre donné à ce webinaire, c'est « Quand la crise fait rage, place de l'intime face au sociétal ». Alors, avec Éric, nous avons bien évidemment un peu échangé, on dit tiens, sur quoi nous pourrions échanger, laisser un peu nos pensées, nos idées émerger sur le sujet, en lien avec le contexte qui est le nôtre. Et puis, ce titre a émergé. Quand la crise fait rage, place de l'intime face au sociétal. Et si vous nous permettez, ça va être tout de suite d'emblée le moyen de rentrer dans le vif du sujet, parce que si j'ai plus ou moins proposé ce titre à Éric, c'est parce que, évidemment, il y a deux notions qui, moi, me paraissent importantes, et peut-être qu'on pourrait commencer par ça, et c'est pour ça que je vais te laisser la parole, Éric. Si tu pouvais développer ce qui est de l'ordre de ce que tu as l'habitude d'utiliser aujourd'hui, qui est de l'ordre ce qu'on appelle le collectif intime, et ce qui relève du collectif sociétal. Et ce sera la base de nos échanges, ce par quoi nous allons démarrer. C'est pour ça que je te laisse la parole, Éric, si tu veux bien. Pouvoir démarrer. Je te remercie, Stéphane, pour qu'on puisse s'accorder. Je m'attendais à ce que ce soit moi qui te présente, mais tu as fait ça très bien. Excuse-moi, tu vois, j'ai tellement l'habitude de présenter que maintenant je l'ai fait d'office en fait, tu vois. Donc je vais rebondir. Excusez-moi, je suis un peu enroué. Je vais rebondir sur avant quelque chose que tu as ajouté à ta présentation et qui me semble important lorsque tu as parlé d'une écologie de la pensée dans une vision systémique. J'ajouterais à cette écologie de la pensée une écologie de la relation et ça va nous amener sur la question des concepts de collectif intime et collectif sociétal. C'est-à-dire que par rapport à ce dans quoi nous sommes aujourd'hui, est-ce que cette situation inédite nous révèle se pose pour moi la question d'abord justement de la légitimité à dire quelque chose au sujet de la situation dans laquelle nous sommes. Et cette question de la légitimité, elle est d'autant plus présente, me semble-t-il, que comme sous toute situation de crise,
quand on est au centre de la crise, il y a d'un côté ce qui résiste et qui vient du passé, et que l'intensité de cette résistance est à la hauteur de la menace pour ce qui vient du passé, de la menace d'effondrement, et de l'autre, ça nécessite le mouvement, qui peut être le chaos d'ailleurs, est dans le sens de qu'est-ce qui va émerger et qui n'a pas encore émergé. Est-ce que tu me permets, peut-être Oui. avant de te laisser poursuivre ton développement par rapport à ce qui est de la question de l'intime et du sociétal, juste, Oui. C'est bien sûr, c'est une question aussi que je me pose là à l'instant, donc je la partage avec toi. Est-ce qu'on doit dire encore aujourd'hui, même si je sais que ce mot est beaucoup utilisé, mais ce n'est pas parce qu'il est beaucoup utilisé qu'il est juste, est-ce qu'on doit dire encore aujourd'hui qu'on est dans une crise ou dans un phénomène peut-être plus général que certains nomment catastrophe en fait? Et sous-entendu, ou peut-être que la crise serait… Alors la crise peut être annonciatrice ou précurseur d'une catastrophe, mais là où la crise, et là je m'arrête là pour ne pas développer plus sur ce sujet, c'est plus une interrogation, ou là où la crise serait de l'ordre du quantitatif, peut-être que la catastrophe serait de l'ordre du… C'est la structure même, en fait, c'est le qualitatif qui est mise à mal. Je me posais moi-même cette question-là à l'instant en utilisant le mot crise. Est-ce que c'est celui-là qu'il s'agit d'utiliser ou peut-être que ce terme aujourd'hui n'est plus approprié? Je ne sais pas si ça évoque quelque chose pour toi ou cette petite aparté. Eh bien, je ferai une entourloupe. Vas-y. À partir de ce que tu es en train de me dire, je dirais que la catastrophe révèle la crise existentielle. D'accord. Alors, c'est là où je partage ton point de vue. Voilà, je dirais effectivement, on passe de la crise à la catastrophe qui nous amène à la crise existentielle, qu'on aura l'occasion justement de développer un petit peu plus tard dans notre exposé, justement. Et si ça révèle la crise existentielle, me semble-t-il, c'est justement parce que ça vient questionner euh, les réponses de l'humain et de manière collective et on peut le dire mondiale, les réponses de l'humain par rapport à la situation de catastrophe. Et c'est là où, justement, la question de cette crise existentielle, je vais introduire les concepts de collectif intime et de collectif sociétal pour bien comprendre dans une lecture de l'esprit de l'approche du lien et des mondes relationnels, c'est-à-dire de l'HTSMA, bien comprendre où est-ce que se situe ce questionnement, cette crise existentielle. Si je pars de ce qui a été amené de l'approche chez l'enfant et de la recherche chez le nourrisson et chez l'enfant, de cette base comme quoi le nourrisson naît effectivement encore aujourd'hui du ventre de sa mère, simplement il naît en même temps dans un environnement collectif. C'est-à-dire que ce collectif-là, c'est ce qui est le collectif intime. C'est-à-dire, en d'autres termes, que nous naissons
parce que nous sommes, en tant qu'êtres humains, des êtres d'appartenance, nous naissons dans un environnement humain et que cet environnement est d'abord prioritairement un environnement relationnel, affectif, émotionnel. Mhm. Et bien sûr, cette construction laisse entendre que l'intime que nous allons intérioriser est un intime qui a comme base un collectif intime. C'est-à-dire que je vais construire ma singularité dans l'appartenance et que l'évolution du lien d'attachement, c'est de développer, de déployer l'appartenance. Alors, jusqu'à une époque récente, on aurait pu dire la base du collectif intime est la famille. Aujourd'hui, on voit bien que le collectif intime peut prendre des formes différentes et en fonction des cultures et des époques, des formes différentes. Le collectif sociétal, il va se construire sur quelles normes mettre en place pour gérer, organiser le vivre ensemble. Et donc, c'est comme si la personne que je suis va avoir à interagir entre le collectif intime et l'expression de l'intime et le collectif sociétal. Mais ça veut dire aussi, et c'est ça qui est important, c'est que ça questionne aussi les interactions du collectif intime avec le collectif sociétal. Car si on passe, par exemple, dans un schéma classique de la famille, l'étape suivante est évidemment, comme le montrent les jeunes à l'adolescence, quand ils commencent à partir dans les liens sociaux, c'est un collectif intime qui va être de l'ordre de l'appartenance à un groupe ou à une communauté. Et on pourrait dire que plus les règles du collectif sociétal sont plaquées sur l'intime, et plus on va être dans le sens de la communauté. Plus les règles intimes vont se dissoudre dans le collectif sociétal, et plus on va être, et c'est là où est la question aujourd'hui, me semble-t-il, plus l'individu va être, la personne va être un individu, et plus en fait il va être exposé directement à l'interaction avec le collectif sociétal, et c'est comme si à ce moment-là, la triangulation par le collectif intime va être problématique. C'est-à-dire comme si à ce moment-là, il va pouvoir se créer une dissociation entre le collectif intime et le collectif sociétal. Et quand je donne ces concepts-là, c'est parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, justement, ce que révèle la crise, c'est l'intensité avec laquelle le collectif sociétal, dans sa vision normative, vient infiltrer les formes du collectif intime. Et emmène à ce moment-là chacun des membres qui la composent, les emmène dans être un élément, un agent de ce collectif sociétal. Alors, si tu permets, plusieurs choses dans ce que tu dis qui me font réagir à différents niveaux. J'aime cette idée du collectif intime et peut-être même, on aura l'occasion peut-être de développer un petit peu, même d'aller un peu plus loin sur l'intime et peut-être même de l'ordre de l'intimité, même peut-être. Ouais. Mais ça, c'est autre chose, peut-être un petit peu plus tard.
ce que ça m'évoque, voilà, en t'écoutant, c'est que, par définition, que ce soit à petite échelle, comme lors de l'attachement dans une relation dyadique ou triadique, ou que ce soit dans un collectif intime peut-être un peu plus élargi, comme un groupe d'appartenance, une chose est sûre, c'est que l'être humain a besoin à la fois de se différencier et en même temps de semblables. Ça m'évoque je lisais là un article l'autre jour qui a été fait sur une recherche et dans cette étude, ils ont mis en avant quelque chose que intuitivement, cliniquement, on le savait déjà, mais et dans cette étude, ils demandent à des gens de faire des mouvements similaires, presque un peu stéréotypés, des mouvements peut-être un peu répétitifs, et de le faire en miroir, comme on a l'habitude, vous savez, quand on parle de travail de la synchronisation dans la relation, l'effet mimétique, etc. Et on s'est rendu compte que lorsqu'on demandait à des gens de faire des mouvements similaires ensemble, en fait, ils augmentaient dans un second temps les résultats, leurs performances, lorsqu'ils se mettent à travailler ensemble sur une tâche coopérative, de coopération, par rapport à des gens qui n'auraient pas au préalable fait ces mouvements ensemble. C'est bien pour ça que quand je dis ça, et à travers cette étude, c'est de mettre bien en avant l'idée que si on voit bien ce qui peut se passer, c'est que si le collectif sociétal infiltre de manière importante, de manière extrême, le collectif intime, le risque, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ce que j'en ai compris, c'est que le risque, c'est que l'individu soit noyé dans la norme, et être noyé dans la norme, c'est être noyé dans l'indifférencié, en fait. Oui. C'est dans l'indifférencié. D'un autre côté, juste un dernier mot, d'un autre côté, on peut comprendre en quoi le collectif sociétal poussé à son extrême à travers un discours, par exemple, un discours, des mots qui sont peut avoir un côté séduisant parce qu'il vient rassurer, en fait. Il vient rassurer et plus que jamais il vient rassurer en période d'incertitude. Mais le risque, je ne sais pas si c'est le bon moment mais le mot qui me vient, le risque d'un collectif sociétal qui viendra infiltrer l'intime, le risque étant, à l'extrême, c'est qu'on en arrive à quelque chose de totalement aseptisé, où on en arrive à une propreté, et y compris une propreté, sur le plan de la santé mentale, ce qu'on a appelé, ou ce qu'on appelle encore l'hygiénisme, propre à peut-être à nos sociétés modernes. Hein. Voilà ce que ça m'évoque en t'écoutant, Eric, hein, sur ces concepts. Ouais. Alors, c'est vrai que la question de l'hygiénisme se pose, et peut-être se pose d'autant plus actuellement, en ce moment, à travers ce que nous vivons. Je ne sais pas ce que tu penses, ce que tu en penses par rapport à cette question-là. Je vais rebondir sur ce que tu as dit pour arriver sur l'hygiénisme. Oui. En fait, comme dans l'exemple que tu as donné, le travail de synchronisation, un geste, comme on le connaît bien en formation, c'est ce qui va permettre de construire et de créer un groupe d'appartenance. C'est ce que les spécialistes de l'enfant ont développé comme Stern, ont appelé l'intersubjectivité. Tout à fait. Et on voit bien qu'elle est orientée aussi vers la construction de ce collectif intime. Alors, évidemment, toute personne va être prise dans les interactions dans le développement et dans notre développement entre ce collectif intime et le collectif sociétal, mais aussi dans les interactions entre le collectif intime et le sociétal. C'est-à-dire que toute famille va être prise à la fois dans l'affectif et dans la représentation sociale. Et c'est bien la raison, c'est bien comme ça
qu'on peut voir comment les gens peuvent avoir une image dans la représentation sociale complètement différente de l'intime. Oui. Et je vais rejoindre, puisque Véronique est en train de nous envoyer une question sur l'hygiénisme, justement, c'est de comprendre que la modernité, et ça vient de loin, a construit une société, toute société. Alors, je crois que c'est très important de dire que toute société a le choix. C'est pas un droit, c'est pas une vérité, c'est un choix, le choix de construire. C'est-à-dire qu'une société, elle se construit à travers la culture, un acte de création. Et ce que j'aimerais dire, c'est que l'acte de création, il est justement dans l'interface entre la personne, en tant que personne humaine, le collectif intime et le collectif sociétal. C'est dans les interactions entre les trois que se construit et émerge la création, le dialogue. Et justement, la singularité de notre société moderne, c'est que c'est comme si elle a construit sa structure sur trois éléments au centre duquel, évidemment, il y a tout ce qui est la question du pouvoir et, comme expression du pouvoir, de l'argent. Comme, dès lors qu'il vient en lieu et place du lien humain. Et la première, c'est justement ce que je vais appeler cet hygiénisme qui est un hygiénisme bureaucratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme si l'hygiénisme devient normatif. Et si on regarde l'évolution de notre société, ce qui est hallucinant, c'est que c'est comme si on va, et ça c'est le deuxième paramètre, ce qui est du scientisme industriel et technocratique, c'est qu'on va produire des objets, on va produire des choses, ensuite en disant appropriez-vous ces choses pour des raisons de bien-pensance, de bien-être, de bonne santé, et ensuite dans l'utilisation des technologies ou des choses qui sont mises en place, ça va sécréter une iatrogénie qu'il va falloir à ce moment-là contrôler, gérer et superviser. Et ce qui est très important, me semble-t-il, là-dedans, c'est que le troisième paramètre, c'est que ça va laisser la place à un discours centré sur le droit qui, au lieu d'être un discours de relation, devient un discours de normativité ou de normalisation, et que ce discours centré sur le droit est un discours qui s'exprime par la rationalisation victimaire et la justification je vais le dire, la justification d'un discours maltraitant au nom du droit. Vas-y. Oui, par rapport à ces 3 points que je relève, qui est dont tu parlais, l'hygiénisme bureaucratique, le scientisme, et le discours qui vient justifier, enfin, la position qui va justifier un discours maltraitant, je trouve effectivement que c'est très à l'image des décennies et des dernières décennies qui viennent même des décennies, et je crois que je suis en train d'hésiter en fait pour aller dater l'origine. Je ne sais pas s'il faut reprendre à l'origine du monde, à l'origine de la présence de l'homme sur Terre, ce que j'appellerais, et ce qui est propre à l'homme, une forme de violence adaptative qui a toujours eu pour fonction de maîtriser, contrôler, ou s'il faut le faire remonter historiquement à
à la période des Lumières. Mais peu importe, c'est pas si important. Tout ça pour dire que la tendance, c'est un peu ça me fait penser avec Ulysse, c'est l'appel des sirènes, c'est-à-dire que c'est tellement séduisant et plus confortable d'aller dans ce serait, je vais le dire au conditionnel, tellement plus confortable d'aller vers un hygiénisme, par exemple, une hygiénisme bureaucratique. L'hygiénisme bureaucratique et le scientisme poussé à l'extrême, de toute façon, sont quasiment, on pourrait dire, les deux facettes. Sont les deux facettes d'une même pièce, d'une certaine manière, parce qu'on est dans un absolu de positivisme où on pourrait, et c'est là où tu parles de rationalisation, et je le partage totalement, c'est-à-dire que on peut tout expliquer, tout justifier. C'est vrai qu'aujourd'hui, des choses formidables nous permettent de comprendre, je veux dire, les lois de la nature, en tout cas un certain nombre, les sciences physiques, les sciences naturelles, etc. Et que c'est une manière toujours pour de repousser un petit peu les limites. C'est ce que je trouve que l'on vit à travers cette période-là, cette période récente dans laquelle nous sommes encore. La tentation est forte, d'une espèce d'ascétisme, je ne sais pas si le terme existe en tout cas, et qui passe à la fois, qui passe par notre corps et passe par notre esprit. Quoi de plus séduisant? J'entendais l'autre fois, on en parlait ensemble, hein, Eric, encore hier, sur la question de la technologie, puisque je reprends, tu parlais d'hygiénisme bureaucratique, de scientisme, ce discours, voilà, discours qui, comment dire, ce discours victimaire à des fins de pouvoir, puisque finalement, à chaque fois, on est dans cet objectif-là, c'est-à-dire à des fins de maîtrise, de pouvoir. On a commencé par la nature, ensuite on a tenté de contrôler, de maîtriser, d'avoir le pouvoir sur les autres, je pense, je sais pas, les Mongols sur les Chinois, ou je ne sais pas, enfin on pourrait prendre plein d'exemples, et puis des faibles sur les forts, et puis des pauvres sur les riches. Enfin, on pourrait énoncer comme ça, lister des différences. Et la technologie, c'est bien le risque, en fait, hein, aujourd'hui. C'est-à-dire que de technologiser, y compris notre propre biologie, hein, notre mental, si bien sûr certains tentent de le faire. Le risque, c'est peut-être un peu prématuré de parler de ça, on le développera peut-être un peu tout à l'heure, un petit peu plus, mais le risque, c'est de faire de nous des espèces de décervelés. Alors quand je dis des écervelés, c'est-à-dire un peu comme, je ne sais pas si certains se rappellent, ça me fait penser au film là, Truman Show, où il se retrouve dans un monde en fait de carton-pâte, en fait, hein, où tous les jours c'est la même scène qui se répète, et les gens sont filmés, enfermés dans un monde, et lui ne le sait pas, en fait, il pense que c'est la réalité. Bien évidemment, le problème, c'est que ça nous amène à une perte totale de sens. Et je pense que la crise, tu parlais de crise existentielle, je m'arrête là pour l'instant, et je pense que la crise existentielle, elle porte essentiellement sur justement la perte du sens, à défaut d'être dans le contrôle par le biais du technique et de la technologie. Eh bien, ça n'empêche que ça nous emmène aussi à une perte du contrôle. Et si l'être humain, et si on se pose tant de questions, et si les gens aussi vont si mal, et on le voit dans nos cabinets tous les jours, ce n'est pas parce que justement on a tous les moyens de pouvoir pour contrôler, pour maîtriser, que pourtant la question du sens n'est pas centrale. Et c'est en ça que, je veux dire, cette question devient d'une importance qui relève une importance existentielle. Voilà. Excuse-moi, j'étais un petit peu long sur mes propos là. Mais je crois qu'il faut bien comprendre, pour clarifier, que ce n'est pas la technologie en soi qui pose problème. Non. Ce qui pose problème, c'est
ce qui pose problème, c'est la substitution de la relation humaine. Absolument. Où à la place de la relation humaine, c'est la technologie. Parce que l'intérêt de la technologie, c'est le comportement, c'est l'observable, c'est le contrôlable, c'est le manipulable. Et on voit bien quelque chose qui me frappe dans cette crise, qui rejoint, si on prend cette grille d'analyse, ce qui me frappe, c'est qu'on peut voir aujourd'hui, mais c'était déjà là, on prend les réponses sur le Covid. On prend les réponses, donc, où c'est l'idéologie zéro mort. Mais sur l'idéologie zéro mort, on peut prendre aussi et comparer à la voiture. C'est le même scénario. D'ailleurs, on pourrait dire qu'au confinement total, où plus personne ne voit plus personne, on pourrait dire la voiture dans le garage total. Il n'y aurait plus de mort. En tout cas, avec la voiture. On prend en fait toutes les interfaces, tous les espaces de collectif intime où se joue l'interface entre l'intime et le sociétal. La famille, le couple, la famille, l'école, la justice, la création, la formation, tous ces espaces qui sont des espaces d'interface où va jouer l'équilibre et les interactions entre le collectif sociétal et le collectif intime, aujourd'hui, sont tous envahis par une vision de contrôle. Et je me suis posé la question, mais comment ça se fait que cet hygiénisme bureaucratique peut fonctionner en alliance avec, on va dire, une vision commerciale, une vision, on va dire, j'ai utilisé un gros mot, mais ce capitalisme, cette vision capitaliste du monde. En fait, le problème est que l'intérêt est le même, c'est-à-dire que l'intérêt du contrôle, c'est que ça fonctionne dans le circuit économique. Oui, tu permets que je fasse… Vas-y, je te laisse. Juste, c'est pour l'anecdote, je te l'ai raconté hier. C'est-à-dire que justement, plus l'être humain est confronté à ses propres angoisses de maladie, de mort, plus, il y a une étude là-dessus qui est quand même drôle, et plus il va être amené, je veux dire, quand tu fais passer des gens devant un cimetière, plutôt que devant un autre endroit, ça les amène derrière à aller acheter des voitures. Voire, plus ils sont confrontés à une angoisse massive, plus ils vont acheter des voitures grosses et puissantes. Je veux dire, la consommation, le consumérisme a bien compris de quoi il s'agissait. Voilà. Il fallait aller. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que cette vision qui se focalise sur un idéalisme de la perfection. Cette vision qui repose sur un idéalisme où il y aura la perfection, qui est pris à un niveau collectiviste, c'est-à-dire sociétal. Cette illusion va mettre le focus sur le négatif. Et là où c'est une illusion, c'est qu'elle laisse entendre que ce négatif pourrait être résorbable, un peu comme si on pouvait être dans un idéal, je répète, de bien-pensance, de bonne santé et de bien-être. Ce qui fait que comme le focus est sur le négatif, et que ce négatif, de toute façon, il est impossible de le résoudre, ça veut dire qu'on peut produire des règles de régulation, de contrôle, puis de contrôle sans fin. C'est-à-dire que ça fait tourner en retour la machine. Et c'est d'autant plus impressionnant que ça permet en plus dans la représentation sociale de faire passer à distance, vous voyez, non plus les personnes qui sont sur le terrain, mais de faire que la représentation sociale va être saturée par le contrôle. Comme si le contrôle va devenir légitimé
par une illusion d'un monde qui pourrait être parfait, dans cette légitimité, le contrôle devient à ce moment-là une source de pouvoir et de revenus. Pousser à l'extrême, Oui. Pousser à l'extrême, le contrôle pourrait devenir la norme, y compris dans l'intime. Exact. Et c'est ça. Ça s'appelle la délation aussi. Ça s'appelle la délation. Oui. C'est pas l'extrême, c'est que ce qu'on observe Oui. dans cette crise, c'est que le contrôle est en train de pousser à tous les niveaux. On pourrait se dire, on est en situation de crise, il y a le Covid, concentrons-nous sur le Covid. Le reste est accessoire puisqu'on est dans une situation de pandémie et dans un état. Non, ça veut dire que même là, les décisions qui sont prises vont être des décisions toutes dans la même direction, en direction de l'école, en direction du couple, en direction de la famille, en direction de l'enfance. C'est-à-dire, en d'autres termes, comme s'il y a une escalade, une accélération de ce discours sociétal et qui se montre, dans les médias et d'une manière qui est quand même terrible. C'est-à-dire que on peut observer la violence de certains spots qui vont passer de manière en boucle et de manière récurrente et qui viennent valider qu'au nom de la bien-pensance, au nom de prendre des bien-être des autres. Or, les autres, c'est personne. Je veux dire, les autres, ils n'ont de sens que dans le collectif intime, dans nos proches. Ils n'ont pas un sens abstrait. Et donc, à ce nom-là, eh bien là, on peut projeter à répétition des images d'une extrême violence et même venir attaquer le lien humain. Oui. Et c'est considéré comme normal. J'ai entendu l'autre fois, justement, par rapport au discours et si on peut dire un mot sur la manipulation, justement, des idées. J'allais dire la fabrique des idées et comment manipuler les idées. Si on considère, par exemple, de manière certainement un peu caricaturale, ce que je vais dire, c'est que parmi les points forts chez l'être humain ou de ce qu'il a pu développer, on pourrait dire il y a à la fois deux choses. Il y a l'outil, avec le développement de techniques et de technologies, des choses qui peuvent nous rendre service, ça c'est indiscutable. Et puis il y a le verbe, c'est-à-dire notre capacité à pouvoir parler, à pouvoir s'exprimer. Qui, au départ, normalement, a une fonction de socialisation, de mettre en lien, j'allais dire socialisation et transmission aussi. Et de transmission, notamment par la parole, alors par l'écrit, mais y compris par la parole. Mais ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est qu'on assiste, y compris, à une instrumentalisation du verbe. Oui. Là où des idées, et je me souviens, un journaliste en parlait très très bien l'autre fois à la télé, et il montrait, preuve à la pluie, comment il disait, regardez comment des idées qui sont au départ quasi inacceptables, je veux dire inentendables, je veux dire par la majorité de la population, il disait en fait c'est pas un problème parce qu'en fait c'est dans la répétition et il suffit juste de mettre la petite graine, d'instiller quelque chose, c'est-à-dire, et ce discours qui est récurrent et qui revient, comme de toute façon l'être humain, ça, nous, on le sait bien. Je veux dire, ça s'inscrit dans la permanence, dans la répétition. C'est ça qui rend les choses et qui nous permet de se sentir familier avec quelqu'un ou avec ces choses. Et c'est là où c'est incroyable, c'est que, y compris le verbe et le discours, on peut dire le discours sécuritaire, j'écoutais encore des juristes, des juges et des avocats en discuter, à quel point, y compris le discours, comment on a pu... comment laisser glisser un discours sécuritaire qui ne se justifie pas et qui pourtant, finalement, finit par répétition, finit par devenir la norme et qui amène, je le vois bien, enfin, je pense que je ne suis pas tout seul, on doit être plusieurs à le partager, qui amène à titre individuel, quand les gens nous racontent et se confient, dans un intime, dans le cadre de nos séances, par exemple, veut dire amène les personnes à être dans une forme de culpabilité, il nous parle de ça, de culpabilité par rapport à la mise en danger qu'il pourrait, à travers bien sûr le virus qui circule, la mise en danger des autres, d'autrui,
Et c'est ça qui, je vois bien, qui met aussi les gens à mal, entre le discours dominant, qui est un filtre aujourd'hui, et j'allais dire, d'un autre côté, j'allais parler de le discours dominant d'un côté et j'allais dire l'affectif et l'émotionnel de l'autre. En fait. Et qui, malheureusement, aujourd'hui, ne cohabitent pas et qui crée justement, on va utiliser le terme, les gens le connaissent, c'est-à-dire de mettre les gens dans une forme de double lien qui en retour crée une culpabilité à l'extrême qui amène à des troubles de la rumination, des pathologies du type anxiété massive, dépression, et voire pour reprendre ce que tu disais, je m'arrête là pour l'instant, aller jusqu'à une espèce d'effondrement. Donc, c'est là où on peut encore se poser encore une fois la question du sens et que l'on met le sens que l'on met à ce que l'on vit et aux termes et aux mots qu'on utilise aussi. Alors, vas-y. Je vais rebondir sur ce que tu dis parce qu'il y a un certain nombre de points, si tu me permets, que je vais clarifier parce que ça me semble fondamental dans cette affaire. Déjà, cette question du discours de la mise en danger de la vie d'autrui. Quand nous savons bien qu'à partir d'un moment où cet autrui est un autrui virtuel, ce n'est pas de la relation humaine dont on parle, mais c'est de la relation au monde. Or, ce n'est pas de la relation au monde, comme disait Véronique, de la nature, de l'environnement dans ce qu'il y a de concret. C'est la relation au monde que nous avons construit en tant qu'être humain, c'est-à-dire du collectif sociétal. Et donc, ce message, en laissant entendre qu'il est sur la relation humaine, joue justement les proches, l'enfant avec ses grands-parents, avec ses parents, contre le maintien en vie et l'existence du système sociétal que nous avons construit et qui est quand même relativement semblable dans toutes les cultures occidentales. D'ailleurs, il suffit qu'un pays ait pris une autre initiative que la pensée dominante pour qu'il se fasse disqualifier dans ses décisions. C'est-à-dire qu'on assiste au niveau des pays exactement le même scénario qu'au niveau des personnes. Ça, c'est un premier point. Et ça, c'est fondamental. Parce que dans l'état actuel des choses, si je reviens sur le soin et la thérapie, aujourd'hui, c'est évident dans la situation dans laquelle on se trouve que nombre de soignants sont en grande souffrance. Sauf qu'ils sont en grande souffrance parce que déjà, la confusion entre santé et soins était déjà installée dans la société. La santé n'a pas besoin du soin. Elle est organisationnelle, planificatrice, instrumentale, et que dans l'idéologie de la santé, c'est qu'elle repose sur quelque chose qui vient de loin, qui est, puisqu'on paye pour ta santé, puisque le collectif paye pour ta santé, en retour, le collectif a droit de regard sur ce que tu fais de ton corps. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il est légitime qu'elle vienne te questionner sur comment tu t'occupes de ton corps pour le maintenir en bonne santé de telle sorte qu'il coûte le moins possible à la société, c'est-à-dire au collectif sociétal. Et ça laisse entendre et ça confusionne avec le soin. Or, le soin comprend la dimension de l'intime. Et dans l'interface entre le sociétal et l'intime, elle ne peut pas être inféodée au sociétal. Ce qui fait que dans cette situation-là, les soignants qui sont en hôpitaux sont en grande souffrance parce que, comme tu le dis fort justement, ils sont en situation de double lien. Liés au système, ils sont les gardiens, ils doivent tenir le système et ils doivent tenir le système de santé
coûte que coûte, comme dans la capacité à faire face, c'est-à-dire à ne pas s'effondrer. Donc une position de toute puissance. Alors qu'en retour, dans la singularité, ils sont évidemment confrontés à la maladie, à la mort, c'est-à-dire qu'ils font leur acte de soignant, donc ils sont confrontés à l'intime. Et à ce moment-là, on peut observer que dans la réponse première qui les a fait monter tellement, où le collectif les a fait monter comme des héros, les héros aujourd'hui se retrouvent des héros fatigués et qui sont confrontés à justement prendre, non pas la deuxième vague de Covid-19, mais la deuxième vague de confrontation à l'intime. C'est-à-dire, en d'autres termes, de réimpacter la maltraitance. Oui, c'est ce que, comment dire ça, zut, les mots, le mot me manque, excusez-moi, parce que ça amène justement, vous voyez, à être dans une illusion, je ne sais pas si le terme est approprié, mais justement une illusion d'absolu. Oui, ça y est, pardon, ça me revient. Ça les mettre dans une position de ce qu'on appelle de Dieu solitaire, en fait. Oui, c'est ça. Voilà, dans un espèce d'absolu, où lorsqu'il y a une confusion entre le soin et la santé, ça amène les personnes, et en particulier les soignants, dans une espèce de position d'absolu. Alors l'absolu, c'est hors du temps et de l'espace, hein. Mais le problème de l'absolu, vous voyez, contrairement au relatif, c'est être seul, isolé, devenir totalement indépendant. Mais c'est de l'ordre de l'inhumain, en fait. Oui. C'est de l'ordre de l'inhumain. C'est-à-dire que je vous demande, les soignants nous le disent, je veux dire, dans notre entourage proche ou dans le cadre de notre activité, les soignants le disent. Je suis face à l'intime d'une personne, dans son intimité, dans une situation intime, et je dois me comporter comme si ce n'était pas le cas. Exactement. De manière mécanique, comme une machine. Mais c'est bien le souci, vous voyez, je ne sais pas ce que tu en penses, Eric, c'est là où on marche un peu sur des œufs, où la frontière est ténue, c'est-à-dire que de les mettre un moment dans une position héroïque, bien évidemment, mais c'est l'expression que tu as déjà utilisée plusieurs fois dans d'autres webinaires, que ce soit avec Christian Pétel ou que ce soit avec Gérard Osterman, le colosse au pied d'argile. Oui. Voilà. C'est presque chronique d'un effondrement annoncé. Oui. Et on pouvait prédire, on n'est pas devin évidemment, quelle légitimité on a pour dire mais on peut encore s'exprimer. Eh bien, on pouvait presque prédire cette vague-là. On a un taux, hein, pour reprendre les chiffres, il y a un taux de démission qui est énorme chez les infirmiers et chez les infirmières, c'est-à-dire de l'ordre de 37%. Je veux dire, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Donc, c'est bien le problème, voyez, de les mettre dans une situation qui est révélatrice. Et là, c'est plus uniquement la question du Covid, ou du coronavirus. C'est plus la question. C'est la question de l'intime et de ce que l'on fait, aujourd'hui de l'intime. Et comment le risque, c'est que cet intime devienne désagrégé, on en fasse quelque chose justement où on aille en direction d'une hygiène qui est de l'ordre de l'absolu. Le problème, c'est que, voyez, on pourrait presque dire que, je ne sais plus, j'avais entendu cette phrase, je crois que c'est une phrase ancienne, c'est-à-dire que ce qu'il faut éteindre, c'est plus la démesure, plus que l'incendie, quoi, en fait. Oui. Voilà ce qui… Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que je crois que c'est vraiment tout à fait essentiel, puisque nous savons, nous, en thérapie, qu'à partir du moment où la problématique est systémique, comme tu as dit, hein, que sur pied d'argile, ça veut dire qu'à l'intérieur, les membres qui la composent sont tous en position de double lien. Et quand je dis ça, c'est parce que
c'est parce que je suis convaincu que, par exemple, nombre de dirigeants ou de spécialistes, on va dire, d'experts qui se sont construits dans ce système, que ce système a validé, qui sont entretenus, qui existent en tant que pouvoir, que ce soit le pouvoir de représentation sociale, en lien avec, évidemment, la rétribution financière. Ils sont, je crois, convaincus, et je le dis, que leur vision est juste. Sauf que leur vision est juste si on met devant, il faut sauver le système. Dans l'idée que ce système est le meilleur et le seul et unique qui peut amener à la bien-pensance, à la bonne morale, au bien-être et à la bonne santé. Et de l'autre côté, évidemment, donc, où ils sont les représentants et la projection, on va dire, du collectif sociétal. Et de l'autre, évidemment, il va y avoir dans la population, le reste de la population, si je peux parler comme ça, où va être questionné les rapports entre l'intime et le sociétal. Donc, évidemment, on est dans des stratégies de double lien. Et comme on le sait, dès qu'on est dans des stratégies de double lien, c'est le risque d'escalade symétrique et la violence. C'est-à-dire qu'on a les grandes pathologies, les grandes thématiques des pathologies observées par Bowlby et ses équipes sur les troubles de l'attachement. C'est-à-dire la protestation qui va aller à la violence et l'escalade de la violence peut être sans fin, le désespoir qui va aller jusqu'à la dépression et l'indifférence affective qui va être la désaffectivation et l'automatisation, l'opératoire. Alors, oui, vas-y, je te laisse. Et on rentre dans le triangle infernal que nous connaissons bien. Quel triangle victimaire qui est entre plutôt la maltraitance que l'abandon et encore pire l'effondrement du système, c'est-à-dire l'effondrement sociétal. L'ennui, me semble-t-il, c'est que la maltraitance amène à la violence indifférenciée ou à l'indifférence, c'est-à-dire au détachement dans l'indifférence indifférenciée, c'est-à-dire ou le zombie ou le chaos. Oui, à la violence indifférenciée, ou je veux dire à l'indifférence de la violence. Exactement, l'indifférence de la violence. Oui, et la violence, pour revenir au début de nos propos, la violence, elle ne passe pas que par des comportements, elle passe aussi par des mots, par des attitudes, etc. Oui. Ne se limite pas. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on retrouve à ce niveau-là tout ce qui est de la manipulation, du harcèlement, de l'abus, justifié, rationalisé, à des fins de normalisation, bien pensantes. Et si je dis ça, tu vois, dans l'échange qu'on a, Stéphane, c'est parce que quand j'en arrive là, ce qui résonne en moi, et ça résonne aussi avec ma propre histoire, et c'est pourquoi j'ai fait psychiatrie, enfin médecine psychiatrie et développé la TCA, c'est que ça revient de manière très proche, qui résonne en moi et qui revient de manière très proche, c'est que c'est sur cette construction, comme a illustré Hannah Arendt, cette construction qui sécrète le mal dans la vie ordinaire. C'est-à-dire une agression de l'intime. Tout à fait.
Une agression de… C'est-à-dire une infiltration de l'espace intime qui fait qu'il n'y a plus de triangulation possible. Et qu'on ne peut plus être que dans l'opératoire fonctionnel. Et justement, quand on est, si tu permets, quand on est dans l'opératoire et le fonctionnel, je reviens sur ce point, c'est-à-dire, non pas qu'elle n'est pas nécessaire, mais le sens au niveau, j'ai envie de dire, c'est le sens au sens existentiel. Ouais. Ce n'est plus celui-là qui est valorisé. Tu sais, c'est un peu le dormez bonnes gens. Ouais. Le sens va être celui du sens du matérialisme, de la matérialité. Je me souviens d'un ami, si je le dis rapidement, d'un ami qui disait, qui avait fait des brillantes études et il va travailler dans un pays étranger. Et la première chose qu'on lui dit, c'est si vous travaillez pour nous, vous pourrez peut-être avoir ce qu'il y a au coin de la rue. Alors, et le patron, peut-être son futur patron lui dit, bah, descendez. Et en fait, c'était un concessionnaire Rolls-Royce, en fait. Et donc, le sens de sa fonction, le sens de son travail était vu comme l'obtention de quelque chose de concret et non pas d'aller plutôt vers une intériorité. Parce que là, le sens, c'est celui-là aussi. Le sens, c'est, j'allais dire, la quête de sens qui est propre à l'être humain, je crois. C'est à la fois ressentir, sens comme sensation, c'est sens comme, évidemment, la direction que je prends. Alors là, on pourrait développer tout ce qui est principe de vie, valeur. Et puis le sens, c'est la compréhension, la représentation. Et je dirais, je ne parle pas de représentation verbale à ce moment-là, mais je dirais la représentation, et moi je pense que c'est ça qui aide, ou qui est censé aider, la représentation comme forme de représentation mentale à travers, j'allais dire, l'image, le symbole, le symbolique, qui participe à la mise en sens et qui permet de nous interroger sur notre place ici, et non pas en étant uniquement focalisé, comme tu le disais, sur ce qu'on nous présente ou comme si le monde se réduisait uniquement à ce que nous vivons là maintenant, mais d'avoir une espèce d'élargir un peu vers une espèce de transcendance. Et peut-être que c'est dans cette direction-là, en termes d'ouverture, qu'il s'agit d'aller. Bien, c'est intéressant ce que tu dis, Stéphane, parce que je vais rebondir là-dessus. Je pense qu'effectivement, la question du sens, c'est une question de la création. Et le sens, c'est pas la vérification. Et l'humain, il est dans la création. C'est-à-dire dans cette interaction entre la relation et la matière. Et effectivement, puisqu'on on en arrive là, je dirais, comme on l'avait dit, que pour moi, c'est comment reconstruire un dialogue, hein, pour la suite. C'est comment reconstruire un dialogue entre la personne et le collectif intime. Le collectif intime et la personne et le collectif sociétal, le collectif sociétal et la personne, et le collectif intime et le collectif sociétal, et le collectif sociétal et le collectif intime. Et aujourd'hui, je dirais que le dialogue à reconstruire, c'est la question centrale du dialogue entre le collectif intime et le collectif sociétal. Où les frontières aujourd'hui sont totalement altérées. Si on a, je ne sais pas si c'est un peu dans cette idée-là, mais c'est comment réhabiliter en un tour, dans une cohabitation, ce qu'on appellerait ou ce que d'autres ont déjà appelé, s'il y a le sensible d'un côté, l'intelligible de l'autre.
je veux dire, n'en déplaise à Descartes, mais c'est justement qu'il y a une forme de réhabilitation. Je pense que le dialogue, il passe, si le dialogue il passe dans l'interaction, c'est dans le but aussi que l'interaction puisse se faire aussi entre le corps et l'esprit. Et ça passe, ça passe par le point de jonction. Alors évidemment, le point de jonction qui est le propre du travail que tu as développé et que nous continuons à développer aujourd'hui, ça passe par l'imaginaire. Tout à fait. L'imaginaire partagé. Oui, l'imagination créatrice. L'imagination créatrice telle qu'elle a pu être. Et pour ça veut dire qu'effectivement, Stéphane, c'est très important ce que tu dis, parce que ça veut dire qu'on n'est plus non plus sur un corps matériel, manipulable, objetisable, mais sur un corps dans sa dimension relationnelle. Et dans sa dimension relationnelle, il est dans un espace, il est dans le jeu de la singularité du collectif intime, et qu'il n'est pas, et que ce n'est pas un corps en soi, dont on peut faire tout ce qu'on veut, et manipulable et corvéable à merci. Et j'irai plus loin, c'est que là encore, si on revient, c'est qu'il n'est comme, on oublie tout le temps qu'il est corvéable et manipulable à merci que parce que ça triangule avec la technologie, l'industrie et un discours dit scientifique qui laisse entendre que le discours scientifique est un discours qui vient dans l'espace sociétal, entre l'espace sociétal et l'espace intime, et qui est un discours de type politique, n'a rien de scientifique. Et que ça me semble important, qu'effectivement, c'est comment, surtout qu'il me semble aujourd'hui, et je suis de plus en plus convaincu que la question de la transmission transgénérationnelle et la transmission des valeurs dans l'interaction entre l'intime et le sociétal, et pas ni l'intime en soi, ni le sociétal en soi. Oui. Ça veut dire que ça nous amène à faire un véritable effort pour en arriver, en lien avec ce que tu viens de dire, de passer je vais les mettre dans cet ordre-là volontairement. Après, ça peut être discutable, mais j'allais dire de passer du collaboratif au coopératif pour en arriver à la communion. Oui. Justement. Mais ça, c'est un mot chargé. Oui, alors on peut le prendre de plusieurs manières si on est... on peut évidemment, il est chargé parce qu'il est connoté religieusement, mais la communion, je dirais, si je devais le définir là tout de suite, pour être précis, c'est une forme d'union, c'est ce qui nous réunit spirituellement. Ben oui, mais la rationalisation du spirituel, ça mène à quoi? À des idéologies. Et à la folie humaine. À la folie humaine, oui. À l'extrême, oui, des idéologies qui peuvent être du registre religieux, mais pas que, et à l'extrême, effectivement, amener à la folie. Mais dans une logique, parce que je reprends ce que tu disais, c'est-à-dire dans une logique qui est tout à fait, qui pour les personnes qui, je veux dire, appartiennent ou sont dans ce système ou dans ce système de référence, paraît tout à fait cohérent et relève de la norme. Tout à fait. Tout à fait. Et la norme comme discours de vérité, c'est-à-dire seul mode d'existence. Et pourtant, j'ai envie de dire, parce que je vois bien, on approche tranquillement de la fin, le temps s'est un peu distendu là, hein, pour ma part. Oui. Je trouve que le temps est passé particulièrement vite là. Oui, c'est vrai. Pendant cette heure-là. Parce que pourtant, l'intime, c'est, je vais le dire comme ça, je vais dire, l'intime, c'est le beau, l'intime, c'est la douceur, l'intime, c'est le sensible. Il me paraît tellement impensable de pouvoir le négliger et le mettre de côté. Mais c'est vrai que c'est un vrai pari parce que c'est une forme, on pourrait dire, de prise de risque, finalement. La prise de risque, c'est d'aller dans la rencontre à travers le dialogue. Oui.
à travers l'échange, le débat d'idées. Un, un peu comme on le fait là maintenant, en fait, finalement. J'ai l'impression, c'est un peu particulier, si tu me permets de dire voilà ce qui se passe chez moi, c'est j'ai l'impression, enfin, c'est pas l'impression, c'est d'être dans une forme là tout de suite d'intimité. Avec vous tous, vraiment. Et pourtant, c'est à ciel ouvert parce que la technologie permettra après de se désapproprier tout ça. Hein, mais c'est Au-delà de la technologie. Au-delà de la technologie. C'est si tu me permets, Stéphane, vas-y, puisque j'aimerais rebondir sur ce que vient de poster Véronique Bonnet. Cette vision basée sur éliminer la mort, ne pas accepter la mort, protéger en saturant d'images négatives, en planifiant et mortifère. Et elle pose la question, par le fait de ne pas croire dans le pouvoir de la vie et de la relation, par le fait de devoir soutenir une représentation à laquelle on n'adhère pas, ou par le fait de ne pas se frotter à l'intime et de ne pas supporter son agression. Eh bien, en fait, ce qui est compliqué, c'est que c'est lié à la position dans laquelle on prend. Cette vision basée sur éliminer la mort, ne pas accepter la mort, là où est la confusion, c'est que ce n'est pas la mort dont il s'agit, c'est le mal en lien avec la mort. Et donc, il faudrait dire, cette vision basée pour éliminer le mal que projette la mort en retour. Et là, on vient. L'intime et se frotter à l'intime, c'est que l'agression de l'intime, c'est que les réponses de l'intime nous amènent à devoir accepter la position d'accueil et d'acceptation inconditionnelle, c'est-à-dire d'accepter la posture d'humilité, c'est-à-dire d'accepter, je dirais que nous ne sommes pas tout puissants sur notre conscience corporelle et que même si nous sommes partis dans une fuite en avant pour contrôler notre conscience corporelle, nous ne sommes pas toutes puissants sur notre conscience corporelle et qu'elle peut s'exprimer en dehors de notre conscience réflexive. Et cette blessure fondamentale qui amène dans le contrôle fait que je peux très bien en arriver à ne pas croire dans le pouvoir de la vie dans la relation et qu'à ce moment-là, ces relations-là vont être instrumentalisées. Je me souviens d'une personne à la retraite que j'avais croisé, qui était un des grands patrons d'une des grandes banques françaises, et qui vient me voir et qui me dit, Eric, il a fallu que je sois à la retraite pour découvrir ce qu'est la relation humaine. C'est-à-dire que toute sa vie professionnelle, à des postes de responsabilité extrêmement élevés, il avait une vision de l'humain qui était une vision d'agentisation. C'est-à-dire que la personne, elle n'a d'intérêt que comme exécutant d'une tâche. Et devoir soutenir une représentation à laquelle on n'adhère pas, eh bien ça, c'est la question centrale qu'a posée Hannah Arendt au procès d'Eichmann et qui a été posée au procès de Nuremberg. C'est-à-dire que le problème est que si je ne soutiens pas cette représentation, je vais être exclu par le collectif sociétal. Et à ce moment-là, plutôt que de prendre le risque d'être pris dans un vécu abandonnique, que nous savons tous au fond de nous-mêmes comme êtres humains, que ce vécu abandonnique peut amener à la mort, nous sommes en capacité d'adhérer à une représentation à laquelle on n'adhère pas, parce que le discours ambiant est un discours bien pensant, normatif, et qui projette que c'est la seule manière de maintenir le système vivant et que si le système s'effondre, alors tout le monde s'effondre. À ça, si on peut rajouter que, comme l'évolution de notre cerveau
nous a permis d'être, euh, de favoriser aussi le déni dans certains moments. Oui. Si on y rajoute une petite touche, effectivement, il est moins pire d'adhérer à une pensée, à une croyance, voilà, que de ressentir le rejet, l'isolement, l'abandon ou je ne sais quoi, bien évidemment. Là où on pourra toujours, et parce que tout peut se justifier, hein, la dissonance cognitive, c'est ça, en fait. C'est réduire l'écart entre ses pensées et ses actes. Je crois que ce qui est important, c'est que ce qui est du déni, que je dirais, c'est pas dénier, ça devient, c'est l'indifférence affective émotionnelle. C'est le détachement, c'est hors champ de la conscience, vécu dissociatif, comme la violence. Je parle de la violence effondrement, menace d'effondrement. Pas de la violence jouissance, c'est-à-dire de la violence perverse. Je parle de la violence effondrement. Ça va être le produit d'un pouvoir externe qui va mettre en situation de double union entre ou la maltraitance ou l'abandon, et où le système va projeter que il n'y a pas d'autre alternative pour exister que sa propre existence. Et c'est comme ça que chacun devient otage. Et que le système va se nourrir des conflits, des violences, des rivalités, de l'escalade symétrique, de la dépendance extrême. Et que ce système est dans le rapport entre le pouvoir, entre le collectif sociétal et le collectif intime. Oui, tout à fait. Je partage tout à fait ton point de vue. C'est ce qui participe au développement. On le sait bien aujourd'hui, nous le voyons dans notre quotidien, aux pathologies de l'ego. Aux pathologies de l'ego. Oui, tout à fait. Il y a une hypertrophie qui se développe de soi. Et c'est peut-être pas par hasard si dans notre société, le développement personnel qui devient totalement impersonnel a trouvé ou trouve beaucoup d'écho. Et je rajouterais, tu vois, quand tu me dis ça, c'est que justement, le collectif sociétal, il peut organiser, il peut gérer l'opératoire, le contrôlable. Oui. Il n'a aucune prise sur le créatif. Car il y participe, mais il n'en a pas le pouvoir. Oui. Et tout à fait. Et je trouve que peut-être, je ne sais pas si tu es d'accord, peut-être pour terminer, peut-être un dernier mot en guise de conclusion, je dirais juste un petit mot et je te laisserai la parole pour conclure, Eric, si tu veux bien. Eh bien, pour revenir sur l'intime, justement, parce que c'est un de nos sujets, notre sujet central aujourd'hui, l'intime, juste tout simplement, on va dire que c'est la profondeur. L'intime, je disais, c'est le sensible. Le sensible, mais l'intime, c'est au-delà du sensible, c'est au-delà de la sensation. L'intime, c'est le perceptif, en fait. Et j'aime à rappeler que nous sommes nés pour coopérer. Et nous sommes nés pour coopérer. Et on ne peut coopérer qu'à partir d'un corps, de deux corps, de trois corps, voilà, qui sont en interaction et où chacun accepte de s'appuyer sur son propre corps. Mais pour s'appuyer sur son propre corps, encore faut-il pouvoir accepter de s'appuyer sur le corps de l'autre aussi. Voilà. Oui. Et donc, c'est comment remettre du lien, comment rétablir ou établir une relation de confiance entre ce qui est du collectif sociétal et du collectif intime. Et comment cette relation de confiance peut être dans une posture, dans une position de coopération, dans l'acceptation inconditionnelle que le mal fait partie
de l'humain. Et que donc il est totalement impossible de l'éradiquer. Et que tout mode de pensée qui repose sur l'éradication du mal, même si aujourd'hui il prend dans notre culture souffrance, traumatisme et j'en passe, psychotraumatisme et j'en passe des meilleurs, à ce moment-là, rentre dans un phénomène, dans un processus utopique qui génère lui-même la maltraitance, la menace d'abandon et la souffrance. Et donc mon vœu, c'est comment pour nos enfants amener à une transformation de notre monde qui puisse repositionner les rapports entre l'être humain en tant qu'être humain, comme à la fois appartenant à un collectif intime et singulier, et que ces collectifs intimes, c'est l'interface avec le sociétal, et que le sociétal ne peut pas avoir un pouvoir direct sur l'humain. Et donc de remettre en place la triangulation, et ça, en sens, c'est de comprendre, c'est bien pour ça qu'on ne peut pas prédire l'avenir, c'est que pour que cette transformation ait lieu, elle ne peut s'appuyer que sur la création et les processus émergents, sur le relationnel, et pas sur la rationalisation identitaire qui amène à la position victimaire. Eh bien, tu vois, en t'écoutant, je me dis que peut-être, ce n'est pas une solution, mais peut-être un moyen parmi tant d'autres, peut-être ce serait justement de commencer par ne pas scinder les sciences humaines, Oui. les unes à côté des autres, mais plutôt de réhabiliter une vision, comment dire, anthropologique des sciences humaines, Oui. où les apports multiples, justement, se nourrissent les unes les autres, tout comme les individus se nourrissent les uns les autres, peut-être. Voilà. Bien, mon cher Eric, un grand merci pour cet échange. Un grand merci pour cet échange, Stéphane. Et un grand merci pour vous tous et vous toutes qui nous Et un grand merci nous avez suivis aujourd'hui. D'ailleurs, j'ajouterai à ce sujet-là que nous sommes tous et toutes concernés aujourd'hui par cette question centrale et comment nous pouvons, chacun modestement, amener notre pierre à l'édifice. Bien, eh bien, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode et d'un prochain webinaire. Nous ne manquerons pas de vous informer prochainement voilà, de la thématique de ce prochain webinaire et puis, bien sûr, du jour et de l'heure. Voilà, nous vous souhaitons une bonne journée et puis, voilà, avec grand plaisir de vous retrouver prochainement. À bientôt. À bientôt. À bientôt à tous. Au revoir.